Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois et merci d'être fidèles au poste. Alors aujourd'hui, nous sommes le 7 octobre 2023, le mardi 7 octobre 2023 et aujourd'hui nous allons parler d'une période de la vie qui peut être à la fois passionnante et tumultueuse. On va parler de l'adolescence aujourd'hui, une étape de transition cruciale où les jeunes se confrontent à de multiples défis. Alors aujourd'hui, avec nos spécialistes, on va essayer de vous donner à vous, les parents, un petit mode d'emploi avec vos adolescents. Les rubriques aujourd'hui, conseils pratiques. Quand on parle de l'adolescence, on parle aussi de l'acné juvénile, ce qu'on appelle chez nous le heb shbab. C'est vrai qu'il n'a rien de beau, mais on va essayer aujourd'hui de vous donner des solutions, des remèdes contre le heb shbab. Et bien sûr, nous soutenons la Palestine et aujourd'hui, Wahida Selmchif, dans sa rubrique, a choisi de parler d'un jeune Palestinien qui a brillé sur la scène mondiale, Mohamed Assaf. Est-ce que vous le connaissez? Si ce n'est pas le cas, restez jusqu'à la fin de l'émission dans Wisha Wahida Selmchif nous en parle. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie et ça commence tout de suite. Alors, l'adolescence, ce temps où on peut se sentir désorienté, pas à sa place, décalé, avec souvent des interrogations. Alors, en tant que parent, comment accompagner les adolescents pendant cette période? Comment mieux communiquer, apaiser les conflits, comprendre leur comportement et attitudes qui nous dépassent parfois? Alors, les éléments de réponse, c'est aujourd'hui avec nos spécialistes sur le plateau. Et bien sûr, nous attendons vos questions, vos témoignages au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Jamila Ben Bouabdallah. Vous êtes coach professionnel, praticienne en PNL et hypnothérapeute. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Avec nous aussi Dr Mohamed Larbi Abla, vous êtes psychiatre, vous venez de Constantine pour l'émission Ma famille, ma vie. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Alors aujourd'hui on parle de l'adolescence, chacun a sa définition de l'adolescence. Comment définiriez-vous l'adolescence, Jamila? Oui, d'accord. Donc l'adolescence, c'est une étape cruciale dans la vie d'un individu. Elle commence avec la puberté. Et dans les récentes recherches des neurosciences, on dit que ça peut aller jusqu'à 25 ans. Oui. Voilà, parce que le cerveau commence à se développer à partir de l'enfance et il va finir son développement à l'âge de 25 ans. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Selon les recherches des neurosciences, donc il y a le cerveau, je peux expliquer tout de suite? Une petite définition, après on va rentrer bien dans le détail. Donc c'est la période, c'est une période qui commence par la puberté, qui arrive jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans, c'est long quand même. Oui, c'est long. Docteur Abla, oui? Oui, je dirais la même chose. C'est une période qui s'étend du début de la puberté jusqu'à l'âge de 19-20 ans en général et qui peut s'étendre jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est une période où il y a une prise d'autonomie, une recherche d'affirmation de soi et une prise de responsabilité, on va dire ça comme ça. C'est une phase de transition, on va dire, où on est un petit peu perturbé aussi, que ce soit les parents ou les enfants. Oui, pour les deux. Ouais. Alors, on a dit que ça commençait à partir de 10-11 ans, c'est ça? 10-11 ans jusqu'à l'âge de 25 ans? Oui, 9-10 ans jusqu'à 19-20 ans. Ouais. Alors, est-ce qu'on a l'impression que c'est précoce? Est-ce qu'on a l'impression que ces derniers temps, les adolescents rentrent justement dans cette phase plus tôt qu'avant? Ou c'est juste une impression, on n'était pas suffisamment informé avant? Je pense que c'est juste une impression parce que l'âge de l'adolescence commence à 9-10 ans. Pour une adolescence précoce, c'est avant 9 ans, à l'âge de 8 ans à peu près. Maintenant, on accorde plus d'importance à cette période-là, on est mieux au courant, on s'informe plus. Et puis, vu l'environnement, les réseaux sociaux et le développement actuel de la société, on a tendance à le voir un peu plus. Et les jeunes s'affirment plus précocement qu'avant. D'accord, très bien. Selon, oui, je peux rajouter bien quelque sûr, chose? Bien sûr. Donc, pour l'âge de la puberté,
En 1850, c'était à 17 ans. D'accord. Ensuite, en 1950, elle est passée à 13 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'amélioration de l'alimentation, l'amélioration de l'hygiène. Et c'est resté constant jusqu'à 1990. Et à partir de là, l'âge a commencé à régresser de la puberté. Pourquoi? Parce que c'est les perturbateurs endocriniens, oui. Les pesticides, tout ce qu'on connaît. La nourriture ultra transformée qu'on a tendance à avoir plus facilement, surtout maintenant, on a beaucoup de facilité, on va vers un magasin, on achète tout est prêt, il y a beaucoup de produits chimiques qui ont des répercussions sur notre santé et puis sur l'âge de puberté des enfants. Et on voit de plus en plus, des fois, des pubertés à 7 ans, 8 ans, ce qui n'est pas normal. Oui, exactement. Alors, est-ce que adolescence rime toujours avec crise? Parce qu'on parle souvent de la crise d'adolescence, je vais dire ça entre guillemets, vous n'aimez pas trop ce terme. Voilà. Perso, ce n'est pas ma préférence. Tout le monde passe par une période d'adolescence. Maintenant, pour certains adolescents, ça se passe de manière très correcte, il n'y a pas de souci. Les conflits intérieurs sont réglés de manière à ce que les parents ne se rendent pas forcément compte de ce qui se passe à l'intérieur de leurs enfants. Après, il y a des facteurs qui font que l'adolescence devient une crise. Et c'est là qu'on intervient et c'est là que les parents doivent intervenir. Sinon, s'ils ont eu une enfance assez équilibrée, ils ont les clés justement, ils sont préparés à faire face, en général, l'adolescence se fait de manière plutôt équilibrée. Maintenant, s'il y a des facteurs comme une relation intrafamiliale qui est un peu perturbée, des traumatismes infantiles qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer auparavant, justement à l'âge de l'adolescence, où il y a un bouleversement hormonal, des modifications au niveau du physique de l'adolescent, du comportement, de la cognition qui est la pensée, là, les troubles ou les traumatismes infantiles vont avoir l'occasion de s'exprimer. Et ça devient une crise, justement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous êtes d'accord? Oui, parce que ça se prépare bien à l'avance, ça se prépare à l'enfance. Même pour instaurer des règles, ça commence déjà à l'enfance. Parce qu'une fois à l'adolescence, où l'adolescent est perturbé avec tout ce qui se passe avec les hormones et tout, et ça va se combiner à un manque d'encadrement, et c'est là qu'ils deviennent un peu ingérables, parfois insolents et tout. Et c'est difficile à gérer. Si je peux rajouter quelque chose, il y a des facteurs qui font que l'adolescence devienne une crise. Parfois un simple déménagement, parfois une petite déception amoureuse, un changement brusque dans la vie de l'adolescent va faire que cette période-là devienne une crise. Et parfois, c'est un peu les parents qui n'acceptent pas ou qui ont du mal à laisser leurs enfants prendre de l'autonomie. Ils n'arrivent pas à faire le deuil de l'enfant. Et du coup, ils vont faire que plus la relation est fusionnelle entre l'adolescent, l'enfant et les parents, plus l'adolescence va être difficile. D'accord, donc plus on est vraiment très proche de notre enfant, ou on a l'habitude, on va dire, pas très proche, mais fusionnel dans le sens où on est au courant de tout, on sait tout. C'est vrai que l'adolescence, à un certain moment, les adolescents ont tendance à avoir des secrets, à s'enfermer dans leur chambre, à dire c'est mon territoire, ne venez pas. Donc à ce moment-là, si le parent essaye quand même de s'ingérer, de tout savoir, c'est là où l'affrontement peut arriver? Ça peut faire en sorte que l'adolescence devienne une crise, oui. Plus la relation est fusionnelle, plus les parents ont du mal à lâcher leur enfant. Et du coup, l'enfant, il a besoin d'autonomie. Il passe par 3 phases en fait par l'adolescence. Il y a la première phase qui est le fait d'avoir des changements physiques, un besoin de responsabilité, et il commence à développer des relations avec les autres adolescents de son âge. La deuxième phase, là, il commence à développer plus d'autonomie. Il a besoin d'avoir son intimité et son environnement. Si on ne l'accepte pas, c'est là qu'il va y avoir affrontement. On dit que l'adolescent est opposant par définition. Il a un refus de l'autorité, il a besoin de s'affirmer. Est-ce qu'il faut accepter cette opposition justement, ou est-ce qu'il faut essayer de négocier avec ou la refuser? L'adolescent, en fait, il est tiraillé. Il a d'un côté un besoin d'autonomie, il a besoin de s'affirmer, et d'un autre côté, il a besoin de ses parents. Il a besoin d'être un peu dorloté, d'être entouré. Et c'est ce qui fait qu'il est anxieux, qu'il est frustré. Il ne sait pas où mettre les pieds. Est-ce que je continue à être un enfant, mais j'ai besoin d'être affirmé d'un autre côté? Et ça va entraîner de l'anxiété et de la culpabilité. Et c'est là qu'il devient silencieux. Il prend un peu de recul.
il a besoin de se construire. Et si on veut le forcer, il y a affrontement. D'accord. Donc il faut garder un œil, mais respecter son intimité quand même. Alors l'adolescent est donc complètement perdu, il doit prendre son autonomie, mais il doit quand même avoir un cadre et les parents doivent mettre un cadre justement. C'est pas toujours évident pour les parents de mettre ce cadre sans dépasser une certaine limite où ça risque de basculer vers la crise. Oui, c'est pour ça que ce cadre doit être fait en collaboration avec l'adolescent. Marchander avec lui, le faire participer aux décisions et lui expliquer. Déjà, il faut lui parler en mode jeu. Hein, ça m'inquiète. Moi, je m'inquiète pour toi. Sans le culpabiliser. Voilà, éviter le tu qui tue. Voilà, le tu qui tue, voilà, exactement. Et là, l'adolescent, il sera prêt à coopérer. Voilà. Et dans cette... déjà, les adolescents sont demandeurs d'être encadrés. Ça ne les arrange pas, enfin, ça se passe au niveau inconscient, mais pour eux, ils ont besoin de ces limites pour se construire. Et en même temps, ils ont besoin de la compréhension des parents qui ne soient pas trop envahissants et qu'ils leur apprennent à prendre des responsabilités et aussi de leur laisser la liberté de s'exprimer et de développer leur identité. Parce que c'est à travers tous ces défis et tout qu'ils sont en train, même à travers le non, c'est là qu'il est en train de s'affirmer, de développer son identité. Très bien. Est-ce que ça se passe de la même façon, que ce soit pour les filles ou pour les garçons, docteur? Je pense que oui. Il y a quelques différences vis-à-vis du changement corporel et tout, et du caractère. Mais ça peut être une crise bruyante autant que pour les filles que pour les garçons. Comme ça peut être une crise silencieuse et tout se passe à l'intérieur. Mais c'est à peu près équivalent pour les deux. Oui, donc pour les garçons, il y a, je pense, le développement de la testostérone qui est multiplié par 50. Donc ça donne des résultats comme les pulsions. Donc c'est là qu'ils doivent un petit peu gérer leur colère et leur impulsivité, c'est ça. On a souvent aussi des préjugés, des clichés, on va dire, sur les adolescents, pas les adultes. Les adultes ont des clichés, des préjugés sur les adolescents. Oui, c'est des feignants, ils passent leur temps à dormir, ils sont tout le temps sur leur téléphone. Et en tant que parent, on le dit souvent, même à côté de l'enfant, même s'il est là, on est en train de parler au téléphone avec une parente ou quelqu'un d'autre, on dit oui, comme toujours feignant, toujours dans ses jeux ou autre chose. Il faut un peu casser aussi cette idée-là de toujours donner ces préjugés négatifs sur l'adolescent. Oui, parce que l'adolescent a besoin de ne pas être jugé. Et il a besoin aussi de faire de faire les activités de son âge et de faire comme ses pairs, P-A-I-R-S. Oui. Okay? Donc pour lui, c'est un besoin. Et si on devait se rappeler, nous, comme on était adolescents, on avait agi de la même manière. Donc si on se remettait dans la peau de l'adolescent, on le comprendrait mieux. En PNL, on parle des positions perceptuelles, c'est-à-dire on vit vraiment dans le corps de l'adolescent, on réfléchit comme lui, avec tous les paramètres qu'on a, et c'est là qu'on arrive mieux à le comprendre. Mais en tant que parent, on a aussi tendance à oublier notre propre adolescence et on oublie par quoi on est passé. Et je pense que... Enfin, vous allez nous le dire. Est-ce que c'est normal qu'on oublie notre propre adolescence si on a fait une crise ou pas, ou on oublie cette période qui a été difficile et c'est une période charnière aussi? Souvent, les parents se projettent dans leur enfant. C'est ça. Oui. Ils essayent de vivre à leur place. C'est ça. Ils essayent d'avoir la même expérience, le même ressenti et les mêmes réactions, alors que ce n'est pas possible. L'environnement a changé, les temps ont changé, et on ne peut pas se projeter et dire à mon âge, quand j'avais ton âge. Oui, ce qui énerve le plus. Un adolescent, il a besoin d'être écouté. Si j'ai un conseil à donner, c'est d'être empathique, c'est de confirmer son émotion et de dire ok, je comprends, tu es en colère et c'est légitime et c'est normal. Essayez de le comprendre et avoir de l'empathie envers lui. Parce que si un adolescent vient vers vous, il commence à vous raconter déjà qu'ils ont beaucoup de mal à discuter. Il faudrait faire intervenir un grand-parent, quelqu'un de la famille avec lequel il est proche pour faciliter la parole. Mais si déjà il a besoin de s'affirmer et on est là à lui dire non, dès qu'il te raconte une histoire, on ne prend pas le temps de l'écouter. On donne juste notre avis. Là, ça va faire une cassure. Et l'adolescent va plus avoir besoin de vous parler.
il va aller chercher du soutien dans son entourage. Ses amis. Ses amis. C'est pour ça qu'il y a la fuite. Hein. Ouais. Parce que comme il a besoin de reconnaissance, donc il va là où il est reconnu. D'accord, très bien. Alors ce que je vous propose, avant de cela, on va rappeler le numéro de téléphone. Justement, aujourd'hui, on parle de cette phase critique qui est l'adolescence. Donc si vous avez des questions ou des témoignages, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche juste en bas, le 021 23 98 91. Alors, ce qui est intéressant, ce que les parents essayent de faire aussi avec les enfants, c'est de faire des sorties, les enfants, les adolescents, faire des sorties. Et puis il y a eu le SILA, le Salon international du livre. Et pour les parents et les adolescents, c'est le moyen de faire une sortie et en même temps d'acheter des livres pour, par exemple, donner les bons gestes, les bonnes habitudes à leurs enfants. Et notre journaliste Yasmine Blehidja, justement, s'est déplacée vers le salon du livre pour voir les adolescents et les parents et leur poser des questions concernant cette période. On regarde tout de suite. On remarque ce changement par une différence d'attitude vis-à-vis des parents, peut-être une envie de s'affirmer, une envie de se mesurer parfois aussi. Donc notamment un garçon va chercher à peut-être tenir tête un petit peu à son papa ou le dépasser sur certains sujets. Et chercher aussi à prendre son autonomie, à être moins dépendant, à faire les choses tout seul, à avoir besoin de moins d'autorisation pour faire les choses. Les filles, lors de leur adolescence, elles veulent montrer qui elles sont. Elles veulent montrer que l'adolescence, ça peut être un truc difficile ou beaucoup plus facile. Donc il y a certaines filles qui malheureusement, lors de la période de l'adolescence, sont pas très bien. Donc voilà, et il y a d'autres qui veulent se montrer, qui veulent montrer leur caractère et tout, mais après elles changent vite. Mais aussi il y a des autres filles qui, lors de l'adolescence, elles ne montrent pas qu'elles ont mal et tout, mais c'est pour ça qu'elles se montrent plus supérieures aux autres. Mais après, elles ne sont pas comme ça dans la vraie vie si on les connaît. L'adolescence, comme on dit, c'est l'âge ingrat. Vous voyez, c'est là où tout se fait. Et c'est là où on doit se focaliser justement donc en éducation. Donc l'adolescence, c'est à partir de 10-11 ans. Voilà, ça va jusqu'au lycée. Et c'est là où on doit justement faire le plus attention. Notamment avant, notre génération, c'était beaucoup plus facile pour nos parents de nous élever. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile, notamment avec les réseaux sociaux, avec les médias. Aujourd'hui, nous, ça a été facile pour nos parents de nous élever. Vous savez, on n'avait rien. Quand on avait un livre entre les mains, c'était déjà quelque chose. Aujourd'hui, les enfants sont arabustés par les médias, par le téléphone, les écrans, etc. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment les suivre. Le rôle des parents est primordial, au-delà de l'école. L'adolescence, c'est une période quand un enfant change de devenir un adulte. Il y a beaucoup de changements qui gênent dans le cerveau, dans la tête. Et à mon avis, moi je travaille dans l'éducation, à mon avis, c'est une chose qui est très, très, très importante à propos le comportement des adolescents. Il faut toujours pas oublier que il y a beaucoup de changements qui roulent sur la tête et bien sûr ça va avoir un effet. Comment gérer les changements? Tout dépend de personnes, à mon avis, parce qu'on est tous les individuels. C'est différent pour tout le monde, mais il faut avoir beaucoup de patience. Il faut avoir beaucoup de compréhension aussi que c'est les humains, mais c'est les humains qui n'ont pas la capacité toujours de contrôler les émotions et le comportement. En étant très à l'écoute et en acceptant de les accompagner, même quand ils nous emmènent un petit peu en dehors de ce qu'on avait prévu ou en dehors de ce que soi-même on a vécu, puisqu'on est en face d'une nouvelle génération, donc il ne faut pas forcément chercher des points de repère dans ce qu'on a vécu nous, mais savoir se projeter, savoir écouter l'environnement, le nouvel environnement. Il y a certaines filles qui malheureusement ne sont pas assez proches avec leurs parents, donc les parents ne savent pas, mais après vu que c'est leurs parents, ils voient beaucoup de changements, donc ils vont essayer, ils vont aller voir une psychologue ou quoi, mais ils vont essayer de les aider au maximum.
Justement, aujourd'hui, on essaye d'aider les parents un peu pour y voir clair dans cette période un peu tumultueuse, un peu difficile pour les parents et pour les adolescents aussi. Alors, je rappelle le numéro de téléphone. On parle de l'adolescence aujourd'hui, donc si vous voulez nous poser des questions ou témoigner, composez le numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et on parlait de communication justement entre les parents et les enfants. Souvent, c'est quand même un petit peu difficile de parler à un adolescent qui est retiré ou quand le parent n'écoute pas son adolescent, n'écoute pas son enfant ou est juste là à donner des conseils. Ce serait bien aussi de faire appel à une tierce personne, une personne de la famille qui serait proche. Oui. Oui, c'est utile. C'est un des moyens pour engager une conversation, pour libérer la parole de l'adolescent. Il y a beaucoup d'activités qui peuvent libérer la parole. Regarder un film ensemble, ça peut libérer la parole. Un livre peut libérer la parole. Une activité, un grand-parent, un cousin qui est proche de l'adolescent peut faire que la parole se libère. Si on rentre dans une situation, dans une conversation où il y a « je veux », « qu'est-ce que tu veux »,« pourquoi c'est pas ça »,« pourquoi tu fais pas ça », là ça va bloquer. L'adolescent est opposant, il a un refus de l'autorité, il a des réactions excessives, il a des comportements à risque, il veut aller dans le défi. Et le non, c'est un défi pour lui. Donc il faut faire. Il faut faire appel à une tierce personne, oui. Et aussi s'intéresser à ce que l'adolescent fait. Par exemple, si on est contre le fait qu'il joue, la porte d'entrée, c'est de s'intéresser à son jeu, ce jeu, et qui nous explique. Déjà, ça établit la communication, ça lui fait plaisir, il se sent valorisé, et c'est vraiment une porte d'entrée de la communication. Et ensuite, l'adulte peut expliquer à l'enfant, par exemple, les dangers d'être tout le temps sur les jeux. Voilà, donc c'est ça qui peut se rapprocher un peu de l'enfant et s'intéresser à ce qu'il fait en lui posant des questions par rapport à ses hobbies. Partager des choses et ensuite essayer de le conseiller indirectement sans suggérer. Conseiller. Voilà, suggérer. Oui. Au lieu d'aller directement vers l'affrontement parce qu'on a plus l'impression d'un combat de boxe. On est plus sur un ring et on est en face à face comme ça. Et cette irritabilité qu'il y a à la maison avec les adolescents, est-ce qu'elle est partout aussi? Est-ce que l'adolescent est aussi à l'extérieur violent ou peut avoir des moments violents à l'extérieur aussi, ou c'est juste dédié aux parents et à sa petite maison? Oui, en général, un enfant ou un adolescent, il se lâche avec les personnes qu'il aime et qu'il sait qu'il aime. Donc il se permet. Il se permet d'être comme ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dehors comme ils sont à la maison. Dehors, ils ont un comportement exemplaire, mais dès qu'ils sont à la maison et beaucoup plus avec la personne qu'ils aiment, par exemple, si une fille, par exemple, se chamaille tout le temps avec sa mère, c'est un signe d'amour. D'accord. Parce qu'elle se lâche avec elle et elle sait que quoi qu'elle fasse, sa maman va continuer à l'aimer. D'accord. On a justement, je pense qu'on a une maman, on a Khouira de Tlemcen. Bonjour Khouira. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Très très bien. Alhamdoulilah. Alors le sujet vous parle aujourd'hui? Oui, parce que j'ai mon neveu. Il a 13 ans, les parents séparés, la mère elle est mariée, elle ne demande pas après lui. Et le père, la même chose. Et c'est moi qui... Vous êtes la grand-mère. Voilà. La tante. Il est vraiment trop agressif. Qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire, je le surveille beaucoup. Il me dit que tu me parles pas fort. Et j'ai peur qu'il prenne des cigarettes ou comme ça. D'accord. C'est-à-dire que je le surveille beaucoup. Et lui, il n'aime pas. D'accord. Il n'aime pas être surveillé ou vous le surveillez beaucoup parce que vous avez peur qu'il ne fasse des bêtises? Moi je suis sa tante, c'est-à-dire Amto. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez juste éteindre votre téléviseur parce qu'on entend en dos? Voilà, pour pouvoir vous poser d'autres questions aussi? Oui. Très bien. Est-ce qu'il habite avec vous du coup? C'est vous qui le prenez en charge? Et depuis combien de temps? Depuis 2019. D'accord. Donc, il n'était pas à ce moment-là adolescent. Donc, il a quel âge? Maintenant, c'est presque 13 ans. 13 ans. Donc, ça fait 4 ans qu'il est chez vous. Et ce comportement a changé depuis quand? Oui, le comportement, ça fait 1 an.
1 an, d'accord. Oui, docteur, vous pouvez réagir si vous voulez. Oui, j'allais dire que le fait qu'il ait des parents divorcés, c'est un facteur qui fait que l'adolescent puisse développer une crise, justement. Une crise identitaire, si on peut appeler ça comme ça. Il a besoin de s'affirmer, il a besoin d'autonomie, il a besoin d'avoir une présence. Et l'endroit idéal pour ça, c'est la famille. C'est la famille, c'est les parents. Il va commencer à s'affirmer à l'intérieur de sa famille avant d'aller à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il est plus irritable, il est un peu colérique. C'est par définition les symptômes de l'adolescence. Justement, est-ce que, Khouira, s'il vous plaît, est-ce que vous avez justement une question bien précise à poser au docteur, au coach? J'aimerais bien comment je me comporte avec lui. Avec lui, d'accord. Voilà. Merci Khouira, on va essayer de répondre à votre question. Merci beaucoup Khouira pour votre appel. Merci. Au revoir. Comme disait madame, il faudrait s'intéresser à ce qu'il fait, ne pas le surveiller, respecter son intimité. C'est très important qu'un adolescent puisse sentir qu'il a une intimité. Un jardin secret. Qu'il puisse se réfugier dans son jardin secret, avoir une intimité, qu'il se sente respecté et valorisé. D'accord. Plus on va le surveiller. En fait, il faut avoir un œil, tout en le laissant avoir ses expériences. D'accord. Et se faire une vision propre à lui et tirer des conclusions seul. Plus on va imposer, ne fais pas ça, plus il va vouloir le faire, parce que c'est un jeu de défi. Il est dans un état de défi. Donc il faudrait le laisser construire une véritable expérience. Si on lui interdit de traîner ou d'avoir des amis, c'est là qu'il va s'attacher à ses amis. Si on va lui interdire la console, c'est là qu'il va s'attacher à la console par défi. Quand on parle des amis, quand on critique justement les amis de l'adolescence et l'adolescent qu'on est en train de critiquer à travers ses amis, parce que c'est ses choix à lui, c'est son entourage, ses pairs. Donc à ce moment-là, c'est comme si on lui disait, tu n'es pas capable de faire tes propres choix. Oui, c'est ça. Alors qu'il est dans une période où il a besoin de faire ses propres choix, de s'affirmer, de construire une identité. Et si on critique ses activités, ses amis, c'est comme si on critiquait ses capacités cognitives, ses capacités de penser, ses capacités décisionnelles, ses capacités de choisir, et ils se sont agressés. Et du coup, il va être agresseur lui aussi. C'est pour ça qu'il faudrait garder un œil et le laisser avoir son intimité. Très bien. On a un autre appel aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet vous intéresse. On a Hayat Doran. Bonjour Hayat. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour cette émission. Merci à vous d'avoir appelé. Alors, vous avez une question, un témoignage? Moi, j'ai 4 garçons. Allah yibarak. Le dernier, je vois l'adolescence dans son comportement. D'accord. Alors, qu'est-ce que... Le problème, c'est qu'il ne veut pas étudier. Il a 13 ans. Il préfère le sport, le kickboxing. Et ces derniers temps, il commence à faire des crises avec ses professeurs. Il dit qu'il les aime pas et qu'il n'aime pas certaines matières. Donc, j'ai essayé par tous les moyens de lui parler, de lui dire que l'adolescence, d'ailleurs, je ne parle pas d'adolescence précisément, mais je lui dis que c'est une période et ça va passer. Tu dois faire du sport en même temps étudier, mon fils. Oui. Il se compare toujours à ses frères, les aînés. Plus âgés que lui. Oui. Et il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les études? Moi, je ne fais rien avec les études, je vais faire du sport. Tout avec le sport, que j'aurai la chance de vivre mieux que... Voilà. D'accord, très bien. On va essayer justement avec docteur et coach de répondre justement à votre question, votre inquiétude surtout. Merci à vous d'avoir appelé, merci. Oui, c'est vrai que cette période-là, c'est aussi la période où on a des influences, où on n'a pas toujours envie d'aller à l'école, parce que souvent à l'école, ça ne se passe pas toujours bien. Il y a aussi l'harcèlement scolaire, il y a aussi la comparaison qui est... que tous les adolescents font, oui, tu es ceci ou tu es cela, tu fais partie du clan ou tu ne fais pas partie du clan. Donc à ce moment-là, les études, c'est un peu compliqué, souvent. Oui, coach? Oui. Donc par rapport aux études, bien sûr, là, je suis en train de penser à la dernière réplique, sa dernière réplique par rapport à se comparer aux aînés. Aux aînés et aussi parce qu'ils préfèrent le sport aux études. Et parce qu'il y a l'influence aussi de ce qui se passe. Par exemple, un footballeur, il gagne beaucoup plus que quelqu'un. Donc, c'est beaucoup plus cette influence de vouloir s'orienter vers le sport que vers les études. Donc là, il y a juste, les parents doivent juste expliquer
aux enfants l'importance des études, que même si c'est un footballeur, derrière ça, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup d'instruction. Et c'est pas venu comme ça par magie, parce qu'ils ne voient que le devant de la scène. Ils ne voient pas ce qu'il y a derrière. Et les parents, leur rôle, c'est de leur expliquer comment ces personnes sont arrivées là. On note aussi qui veut marquer le changement et marquer la différence. Oui, avec les autres. Il ses veut grands vraiment marquer la différence. Je ne suis pas comme les autres, je suis là, je m'affirme et je décide que les études, ce n'est pas pour moi et je veux du sport, d'un côté. Après, de l'autre côté, il faut toujours s'intéresser au pourquoi. Si un adolescent n'aime plus une matière, il faudrait essayer de savoir pourquoi il n'aime plus. Est-ce qu'il y a une difficulté avec ses camarades? Est-ce que l'enseignant a un comportement qui fait que l'enfant ne se sent pas à l'aise avec l'activité ou la matière? Et puis s'intéresser à l'harcèlement. C'est une période où le changement physique est très très important. Et si le fait d'aller à l'école marque ce changement, met le doigt sur là où ça fait mal et sur son physique, du coup, il ne va pas s'intéresser à l'école, il ne va pas s'intéresser aux études, parce que c'est une source d'anxiété pour lui. Donc si un enfant vous dit « je ne veux plus faire de maths », la pire des réponses est de dire « non, tu en as besoin, il le faut, c'est pas possible ». Ok, on ne fait plus de maths, on peut savoir pourquoi. Il y a un souci, tu ne comprends pas, on essaye de suggérer, mais tout en l'écoutant, en ayant de l'empathie. Ok, je comprends, c'est une matière difficile, mais est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui est le plus difficile avec cette matière-là? Est-ce qu'il y a un souci en particulier? Et le laisser parler. S'il n'arrive pas à s'exprimer, faire en sorte qu'il y ait une tierce personne pour le faire. Mais le changement physique et le harcèlement, c'est vraiment deux sujets pour lesquels il faut en discuter, quoi. Mais justement, comment se rendre compte que voilà, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas à l'école, peut-être quelque chose qui ne va pas à l'extérieur carrément avec ses amis, peut-être que ses amis le maltraitent, même psychologiquement. Comment détecter ça chez l'adolescent, surtout parce que c'est une période qui est pleine de changements où on se dit oui, c'est tout à fait normal, c'est l'adolescence, s'il est retiré, s'il est ceci ou cela, ça va lui passer. Alors comment savoir que ça ne va pas mal parce qu'il y a un souci et non pas parce que c'est la phase critique où tout change? Allez-y. Oui, coach, oui. Oui, donc bien sûr, il y a des signes d'alerte. Oui. C'est-à-dire que si l'adolescent se retire, c'est-à-dire il y a un changement brusque, et puis tout d'un coup, il se met à ne pas parler, à s'isoler. Donc tout ça, c'est des signes d'alerte. Donc c'est juste établir la communication et le pousser à parler, comme on l'a dit tout à l'heure, on lui trouve un canal de communication et à partir de là, on établit et puis on va explorer où se situe le problème. Voilà. L'isolement au sein de la famille est quelque chose d'assez régulier. Si l'isolement s'étend vers l'institution écolière, vers les activités, là, on devrait s'inquiéter et essayer de comprendre le pourquoi. Parce que l'adolescent, par définition, on disait opposant, irritable, il a un manque d'intérêt pour les activités en général qui peut aller jusqu'au manque d'intérêt pour la propreté. Ils peuvent ne pas avoir d'envie d'aller se doucher, ils vont avoir adopté un style vestimentaire très extravagant, parfois excentrique. Ils ne veulent rien faire en général, les adolescents. Voilà. S'ils s'isolent au sein de la famille, on considère ça comme habituel. Si l'isolement s'étend vers le milieu scolaire, le milieu des activités, là, il faut s'inquiéter. Il faut chercher et essayer d'établir une communication, ne pas avoir peur de faire appel aux amis, essayer d'avoir des renseignements discrètement, amener un grand-parent, une grand-mère, une tante à discuter. Et libérer la parole par rapport à l'harcèlement scolaire, c'est quelque chose d'important. Je répète ce point, ça fait 3 fois, mais c'est très, très, très important d'en parler. Est-ce qu'on consulte chez vous justement par rapport à ça? Est-ce que vous voyez des cas? Oui, beaucoup. Harcèlement par rapport au physique, par rapport aux capacités cognitives, les résultats scolaires, par rapport au milieu, par rapport aux habits, par rapport à la langue. Parfois, on est harcelé juste parce qu'on parle telle ou telle langue. Et c'est très difficile à vivre. Un adolescent qui est déjà anxieux, qui doit s'adapter et adopter son nouveau corps, faire face à ses angoisses, être autonome, avoir besoin de ses parents. Il est tiraillé entre les deux. Et dans un milieu, il devrait s'affirmer et être autonome et être assez à l'aise.
on le juge en permanence par rapport à son physique. Justement, par rapport à la langue, j'ai eu un adolescent en cabinet qui avait déménagé depuis Constantine et qui est venu ici sur Alger. Donc, il a un langage qui est complètement différent. Il a un accent. Oui, il a un accent, voilà. Et ses copains à l'école ont commencé à le harceler par rapport à ça. Et même parfois, il y a par exemple un mot qui veut dire quelque chose ici et ailleurs, Voilà, c'est pas la même chose. Lui, oui. il parle de manière naturelle et spontanée et les autres, ils le prennent mal et ça fait des clashs. Donc, tout ça peut engendrer harcèlement scolaire et là, il faut explorer. Voilà. Il ne faut pas hésiter à consulter surtout. Oui. Surtout. Voilà. Quand on a un vrai doute. Justement, c'est en explorant qu'on a mis le doigt là-dessus. Que c'était son langage qui ne plaisait pas à ses copains. Et voilà, donc ça fait partie aussi de l'intégration. Hein, donc il a fallu trouver des moyens comment qu'il puisse s'intégrer. L'apparence aussi est importante. Dans un petit moment, nous allons parler de l'acné juvénile. Alors, un petit mot avant de passer aux rubriques. Ce qu'on appelle chez nous, comme je le disais tout à l'heure, le hab shabab, mais qui n'a rien de beau. Enfin, hab shabab, t'as la jeunesse. Un petit mot par rapport à ça et rassurer peut-être les adolescents et les parents, parce que c'est vrai que c'est difficile. On est trop sur l'apparence quand on est adolescent. On veut ressembler à tout le monde. On veut être le plus beau, le plus ceci ou cela. Et donc, les boutons, c'est pas toujours évident. Ouais. Je peux rajouter bien sûr. quelque chose? J'aime bien donner cette métaphore d'une psychologue qui s'appelle Françoise Dolto. Dolto, oui. Et elle parle du complexe du homard. Voilà. Oui. Voilà. Donc, le homard, à un certain moment, il va se sentir un peu serré dans sa carapace. Il va muer, donc il va se débarrasser de sa carapace. Et avant de se fabriquer une nouvelle carapace plus forte, il y a cette période où il est vulnérable, il est sans carapace. Donc à ce moment-là, il va se cacher dans les rochers. Et c'est exactement la même étape que vivent les adolescents. C'est-à-dire qu'ils sortent de l'enfance, donc ils doivent faire le deuil de leur enfance, de leurs rêves, de leurs illusions et tout. Et à un moment, ils sont presque mis à nu. Donc ils sont vulnérables. Et par rapport à l'acné, justement, qui sortent par rapport aux transformations de leur physique et tout. Donc, à ce moment-là, ils sont vraiment très, très, très vulnérables. Et bien sûr, ils ont besoin du soutien de leurs parents et de l'entourage et que tout le monde soit mobilisé vraiment pour les aider à passer ce cap et qu'ils puissent construire leur identité qui va faire qu'ils vont se fabriquer une leur carapace, personnalité, voilà, leur nouvelle carapace plus forte. Plus forte, voilà. Elle représente vraiment la personnalité. Voilà. D'autant plus qu'on est dans une période où l'apparence est très très importante. Exactement, avec les réseaux sociaux. Les réseaux où on font passe, qu'on ait des normes auxquelles il faut ressembler. Sinon, on est rejeté. Exactement. Et ça se joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, on remarque qu'il y a une recrudescence de la chirurgie esthétique en ce moment, de la chirurgie réparatrice, les soins esthétiques, tout ça, voilà. Tout ça, ça influe. L'adolescent veut ressembler à un modèle, alors qu'il n'y a pas de modèle, justement. Il faut juste lui apprendre à être soi et avoir une fierté d'être ce qu'on est. D'être différent aussi. Bien sûr. Moi, j'essaie de leur inculquer que la différence est un signe de force. Vaut mieux être différent que banal. Comme tout le monde, voilà, banal. Voilà. Et ils acceptent souvent cette idée que oui, je suis différent. Ma différence fait ma force. Oui. Voilà, tout simplement. Et c'est aussi dans cette période de vulnérabilité et que leur corps change, qu'ils se mettent à mettre peut-être des habits plus amples, la capuche, la casquette. Donc il y a ce besoin de se cacher. Voilà. Et il faut respecter ça aussi. D'accord. Voilà. Très intéressant en tout cas le débat avec vous, mais malheureusement on n'a plus le temps, mais on y reviendra peut-être dans une prochaine émission. Alors je vous remercie Madame Jamila Benboua Abdallah, vous êtes coach professionnelle, praticienne en PNL et hypnothérapeute. Merci pour votre participation. C'est gentil. Alors Dr Mohamed Larbi Abdallah, vous êtes psychiatre et vous venez de Constantine pour Ma famille, ma vie. Merci encore une fois. À vous. Merci. Et tout de suite nous passons aux rubriques après ceci. Merci. فلسطين انت الروح ونن العين فلسطين
مثل أرضك نلقى وين فلسطين على عتابك لاقينا فلسطين نفديكي بعينينا فلسطين انت الروح ونن العين مثل أرضك نلقى وين هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجانة هلا والله ويا هلا هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجلة بالأصل والمرجلة عن فلسطين المهيوب من في الدنيا بيجهانا هلا هلا والله ويا هلا أكملا هلا والله ويا هلا هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجانة هل فلسطين المهيوب من في الدنيا بيجهانا هلا والله ويا هلا هجران الوطن على نار وسواني يا حزن ما عاد تعرف سواني يا هالزمن لو ترجع بس ثواني لازرع قدامي جوا التراب فلسطينية احنا يا يما فلسطينية نسمو نسمية غدوة التراب نسمو نسمية فلسطينية واحنا يا يما فلسطينية نسمة ونسمية فدوى لترابك نسمة ونسمية لا تقولي غابوا عن حضن ولادي لا تقولي غابوا لا تقولي. De retour sur le plateau et place aux rubriques aujourd'hui avec nous, Dr Zemouche pour conseils pratiques. Dr Nassim Zemouche, vous êtes dermatologue. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Avec nous aussi Wahida Selmchif pour sa rubrique WeChef. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'une success story. Voilà, tout simplement. Exactement. Je vais vous parler d'un personnage que nous écoutons sans cesse en ce moment. Très bien. Alors nous y reviendrons juste après. Conseils pratiques tout de suite. Alors, docteur, nous allons parler de l'acné. Déjà, qu'on soit bien d'accord, c'est pas beau, c'est vrai. L'acné n'est pas une fatalité, des solutions existent. C'est vrai? Exactement. Tout d'abord, l'acné, c'est une maladie. Voilà. C'est une maladie inflammatoire chronique qui touche 80% des adolescents, surtout entre 12 et 20 ans. C'est un passage quasi obligatoire à cet âge-là, mais à des degrés différents. C'est une pathologie liée à plusieurs facteurs, notamment le facteur qui est l'hyperciborée, c'est-à-dire c'est l'aspect gras du visage, brillant, surtout la région médio-faciale et tout.
Donc c'est une pathologie qui a un retentissement beaucoup plus psychologique sur les adolescents de cet âge-là. Surtout que c'est une phase assez critique, on l'a dit pendant toute l'émission, où c'est difficile. Donc en plus de ça, avoir des boutons sur tout le visage. Mais l'acné, ce n'est pas que des boutons, c'est aussi les points noirs, c'est tout un... Exactement, il y a deux types d'acné, on va dire. Quand il s'agit des points noirs et des points blancs, on appelle ça des lésions rétentionnelles, c'est une acné rétentionnelle. Il y a aussi quand il y en a des boutons rouges et des boutons avec des puces, c'est-à-dire des pustules, ça on parle de l'acné inflammatoire. Quand il y a les deux, en principe, on parle des acnés mixtes. D'accord. C'est ce qu'on appelle en général l'acné juvénile. C'est à partir de quel âge? Généralement, en moyenne, c'est à partir de 12 ans, c'est-à-dire, mais on peut avoir des extrêmes, c'est-à-dire on peut avoir de l'acné à 9 ans et on peut avoir de l'acné aussi à 30 ans. Oui. D'accord, donc on parle de l'acné de la femme adulte beaucoup plus, surtout elle touche les femmes quand il s'agit d'un âge un peu plus avancé, qui dépasse les 20 ans. Et même si on n'a pas fait d'acné étant jeune, on peut faire de l'acné à 35 ans, oui ou non? Oui. C'est-à-dire il y a des femmes, surtout le sexe féminin, c'est-à-dire les femmes qui font l'acné tardive ou bien l'acné hormonal. D'accord. Généralement, quand il y a un déséquilibre hormonal à cet âge-là, ou un problème au niveau de la contraception et tout, les femmes font ce genre d'acné. Et ce genre d'acné, il a une particularité par rapport à l'acné juvénile. D'accord. On va rester un peu sur l'acné juvénile aujourd'hui, c'est les adolescents. Alors, les adolescents, du coup, ils ont des boutons. Est-ce que c'est que sur le visage ou c'est aussi tout le corps aussi qui peut... Généralement, l'acné, elle touche le visage, surtout la région médio-faciale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la zone T, le front, le nez et le menton, mais elle peut toucher aussi les joues. Mais elle peut toucher aussi le haut du tronc, c'est-à-dire la face antérieure du thorax et le haut du dos, les épaules et tout. C'est-à-dire quand elle touche cette zone, on parle des signes de gravité, c'est-à-dire l'acné elle commence à devenir un peu plus méchante, donc elle est un peu plus grave quand elle touche cette zone. Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que par exemple un papa a eu de l'acné ou une maman a eu de l'acné, son fils aura forcément de l'acné? On parle des facteurs familiaux, surtout quand il s'agit des acnés sévères, c'est-à-dire des acnés qui laissent des cicatrices, des acnés qui affichantes, on va dire, sur le plan esthétique. Il y a des facteurs familiaux dans ce genre, où il y a des facteurs génétiques qui permettent aux enfants de faire ce genre d'acné qui n'est pas vraiment, que c'est des acnés sévères qui laissent des cicatrices et c'est des acnés qui nécessitent un suivi au long terme. Justement, à quel moment consulter? Dès le premier bouton ou attendre que l'acné s'installe? Comment savoir que c'est le moment d'aller voir le médecin et de dire voilà, j'ai peut-être un petit premier bouton, j'ai peur d'avoir de l'acné ou autre chose pour l'adolescent, bien sûr? Tout d'abord, il faut faire comprendre aux parents que l'acné c'est une maladie, c'est pas un état passager, d'accord? C'est-à-dire c'est une maladie qu'on doit suivre et qu'on doit traiter. C'est-à-dire parfois l'acné elle laisse des cicatrices indélébiles qui ne partent pas. Malgré l'avènement des lasers et des soins esthétiques et tout, il y a certaines lésions qui persistent encore. Donc c'est une maladie. Dès qu'on a des enfants qui commencent à avoir des boutons, c'est-à-dire il faut consulter son dermatologue. Comme ça, il va traiter en fonction de son état, bien sûr. Il y a des traitements locaux et parfois, quand on est obligé de donner des traitements par voie générale, on les donne, bien sûr, dans des meilleures conditions. Donc c'est soit des pommades ou alors des comprimés. C'est quoi au juste comme traitement? Est-ce que c'est des antibiotiques? Parce que vu que c'est une maladie, est-ce que c'est une bactérie aussi? Effectivement, il y a le facteur bactérie, mais ce n'est pas une maladie infectieuse, c'est une maladie toujours inflammatoire. Il y a une bactérie qui s'appelle P. acnes qui joue un rôle important dans l'inflammation, mais ce n'est pas une maladie infectieuse. Même les antibiotiques qu'on donne dans l'acné, c'est des antibiotiques, c'est vrai, ils font partie des antibiotiques, mais à une dose anti-inflammatoire. Ce n'est pas une dose antibiotique. C'est pour ça, même quand on donne ce genre de traitement, généralement c'est des cyclines, pendant 3 mois, donc il ne faut pas s'inquiéter. Ce n'est pas des antibiotiques vraiment... Quand on parle d'antibiotiques, on a certaines réticences. On se dit peut-être qu'on va faire à force de prendre des antibiotiques, on va avoir une immunité, une résistance immunitaire par rapport aux antibiotiques. Donc pendant 3 mois, on a le traitement. Après, on s'arrête pendant combien de temps? Généralement, le traitement d'acné, c'est un traitement de 3 mois. C'est-à-dire, si tout va bien, c'est-à-dire on arrête et on fait le relais juste après avec des traitements locaux. Et quand c'est nécessaire, quand il n'y a pas de
résultat, c'est-à-dire on peut passer à un autre traitement un peu plus puissant, c'est-à-dire mais toujours le traitement local, il garde son indication, mais surtout l'hygiène de vie aussi. Hein. Voilà, justement, j'allais vous poser la question par rapport à l'hygiène de vie. On sait que les adolescents, bon, c'est pas leur fort, manger équilibré, se réveiller tôt le matin, boire de l'eau, ce genre de choses. C'est déjà une période assez difficile pour eux, donc leur imposer aussi un régime alimentaire, boire de l'eau, surveiller tout ça, c'est pas toujours évident. Mais si on peut donner quelques éclaircissements, quelques conseils aujourd'hui, il faut manger sainement. Éviter les chips, les sodas, ce genre de choses. Oui, manger sainement, mais il ne faut pas les traumatiser par un régime très strict aussi, parce que ça retentit aussi par un stress, et le stress aussi, c'est un facteur aggravant de l'acné. Oui. D'accord, donc on va dire manger sainement, oui, éviter les sucres rapides, éviter tout ce qui est gras, c'est-à-dire, quand je dis éviter, c'est-à-dire manger avec modération. Il ne faut pas exagérer, mais il ne faut pas les traumatiser par un régime strict. C'est vrai qu'il y a certaines études qui parlent de régimes trop sucrés, surtout comme le chocolat et ses dérivés, ils aggravent l'acné. Il y a aussi d'autres études qui parlent aussi des produits laitiers, mais ce n'est pas des études vraiment fortes, donc, mais il faut manger avec modération. Mais quand on dit aussi hygiène, il y a une hygiène aussi, la toilette du visage, c'est-à-dire il faut pas... Justement, par rapport à la toilette du visage, on a tendance à comprendre que j'ai des boutons et il faut que je lave mon visage le plus possible, limite qu'on se décape le visage. Une bonne hygiène suffit, il ne faut pas non plus être excessif. Justement, il ne faut pas dépasser 2 fois par jour maximum, c'est-à-dire, mais par contre, c'est pour ça qu'il faut consulter. C'est-à-dire en fonction du type lésionnel que nous avons, du type de peau aussi, c'est-à-dire le dermatologue pourra prescrire des gels nettoyants, des gels lavants, mais aussi il faut hydrater. Hein. Et surtout, il ne faut pas tripoter les lésions. Justement, j'allais vous poser la question parce que c'est pas possible. C'est trop tentant. Quand on voit les boutons, on se dit, je préfère l'enlever et me débarrasser, comme ça j'aurai peut-être un petit point rouge ou un petit point rose comme ça, que d'avoir un gros bouton jaune ou blanc ou alors un point noir ou autre chose. Est-ce qu'on a le droit de toucher à ces boutons? Est-ce que ça ne va pas avoir une surinfection? On ne risque pas d'avoir une surinfection? C'est-à-dire, lorsqu'on a un bouton sur le visage, on a toujours envie de le tripoter. Ça, c'est psychologique, mais il ne faut pas le tripoter parce que plus on tripote un bouton, plus il va s'inflammer encore. Et plus vous aurez une inflammation plus importante, donc il y aura un risque de cicatrice plus important. Sachant que l'acné, c'est une pathologie inflammatoire, c'est-à-dire les résultats du traitement, on ne peut pas avoir des résultats du jour au lendemain, ce n'est pas une infection. C'est pour ça qu'il faut être patient avec le traitement pour avoir de meilleurs résultats et surtout des résultats sans cicatrices, pour éviter les cicatrices, pour ne pas avoir un préjudice esthétique plus tard. D'accord. Donc une bonne hygiène de vie, hygiène alimentaire et hygiène de vie tout court, voilà, et ne pas trop se laver le visage parce qu'on risque aussi d'abîmer la barrière cutanée. Consulter s'il le faut, oui, consulter. C'est-à-dire, oui, il faut consulter parce que chaque cas est un cas. C'est-à-dire, même sur le marché, il y a plusieurs traitements, il y a plusieurs aussi marques de ces gels nettoyants, de ces crèmes hydratantes. C'est-à-dire, le dermatologue seul, lui, pourra vous donner le traitement qui s'adapte à votre peau. Parce qu'il y a des traitements qui sont un petit peu agressifs, même si c'est des traitements locaux. C'est-à-dire, on reçoit beaucoup de jeunes adolescents qui appliquent des traitements comme ça via les réseaux sociaux et ils sont en train d'aggraver la situation, de se faire brûler par les crèmes aussi. Justement, parce qu'on ne peut pas, par exemple, j'ai un grand frère, il a de l'acné, j'ai de l'acné, il est allé voir le médecin, il a déjà un traitement, je vais faire la même chose, je vais prendre le même traitement et puis c'est tout. Exactement. Non, il faut réellement consulter parce que chaque peau est différente et chaque acné est différent. Voilà, même par exemple, pour les lésions rétentionnelles, c'est-à-dire les points blancs et les points noirs, le dermatologue, on fait ce qu'on appelle un nettoyage dermatologique, c'est-à-dire c'est un nettoyage qui permet d'accélérer le résultat du traitement et d'avoir des résultats rapides. Ça, on le fait au sein de nos cabinets, mais aussi il y a aussi d'autres soins, c'est-à-dire il ne faut pas faire des soins à l'aveugle comme ça, c'est des soins qu'on le fait pour des gens, pour des cas précis, mais aussi à un moment précis, c'est-à-dire après avoir pris son traitement, c'est-à-dire on accélère le résultat de traitement avec ces soins, on parle des soins d'hydrafacial, du nettoyage de peau et tout ça, il faut le faire sous contrôle dermatologique, c'est-à-dire avec le conseil de votre médecin dermatologue. Il
faut pas aller se diriger vers une esthéticienne. Il faut aller voir un médecin spécialiste, un Voilà, dermatologue. parce que même la technique de nettoyage qu'on fait ailleurs et la technique de nettoyage qu'on fait dans nos cabinets, c'est pas le même procédé. C'est pas le même geste. Voilà, exactement. Merci en tout cas pour tous ces éclaircissements. Vous restez avec nous parce qu'on va passer maintenant à la rubrique de Wahida Salim-Chif, Wichel, où elle va nous parler d'une personnalité connue, très connue. Tout de suite après ceci. Alors, Wahida. Alors, Moulia, docteur, donc depuis toujours la musique joue un grand rôle dans les conflits. Donc souvent on utilise la musique pour transmettre des messages, pour véhiculer des messages et surtout pour décrire certaines situations que nous vivons et que le monde extérieur ne vit pas spécialement. Donc avec la musique, ça passe plus rapidement et ça passe mieux. Il faut savoir que l'art musical dépasse les frontières, casse les barrières et n'a pas besoin de visa pour voyager. Aujourd'hui, je vous parle d'une personne que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, parce que j'ai suivi un petit peu sa carrière, je pense que comme vous tous, vous allez me le dire. Donc il s'agit d'un prodige, un jeune Palestinien qui est chanteur, dont la voix est envoûtante. Il a conquis les membres du jury, il a conquis d'abord son peuple. Donc il s'agit du jeune Mohamed Assef. Oui. Donc il est palestinien, né en Libye, mais il a grandi à Gaza. Donc dès son jeune âge, il découvre son don. Voilà. On l'écoute en même temps, oui. On écoute cette belle mélodie qu'on entend ces jours-ci. Donc il a commencé très très jeune avec deux de ses copains, deux de ses voisins du quartier, avec sa sœur. Ils ont joué de la musique. Dès leur jeune âge, ils se sont mis à jouer de la musique pour animer des fêtes au niveau de leur quartier. On le voit, oui, en image. On le voit. Un jour, il y a eu une grande émission qui regroupait des jeunes talentueux arabes. Donc lui, étant donné... C'était un concours de chant. Un concours de chant exactement, au niveau international, il faut le dire. Donc il s'est dit pourquoi pas essayer. Donc il a été motivé par ses parents, sa famille. Il s'est dit pourquoi pas l'essayer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens de Gaza, malheureusement, ils ont du mal à quitter leur pays. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait le jeune? D'abord, avant de vous raconter son histoire, comment il a fait pour partir, je vais vous dire qu'il faut savoir qu'il a été à un grand concours, il a passé le casting, ensuite il est arrivé finaliste. Durant tout son parcours, qu'est-ce qu'il a fait? Le jeune Palestinien, il a beaucoup communiqué sur la cause palestinienne, il a fait revivre certaines chansons du patrimoine palestinien, il a revêtu des vêtements palestiniens, comme nous voyons sur la photo là. Toujours avec son kéfier. Oui. Toujours. Si ce n'est pas le kéfier, c'est le drapeau palestinien, sinon le sabha pour faire la danse palestinienne. La résistance à travers la musique. Exactement. Tout simplement, il a chanté son patrimoine, il a chanté la culture palestinienne. Donc, quand on parle de résistance, il a parlé de tout ce qui se passe. Du combat des Palestiniens. Du combat, exactement. C'était l'occasion jamais pour lui de transmettre son message. Et c'était très très beau. Alors comment il est arrivé justement jusqu'au lieu du concours? Exactement. Il faut savoir que le concours, il s'est fait la sélection s'est faite dans un pays pour aller à un autre pays arabe, toujours pour faire l'émission. Il arrive, il se présente. Mohamed Hafez, je suis palestinien. Ah, d'accord. Et vous venez de quel pays? Parce qu'il pensait qu'il était réfugié quelque part. Je viens de la bande de Gaza. Comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Oui, il faut savoir que ça lui a pris des jours et même des semaines pour aller à pied et sortir clandestinement de son pays. Donc il faut savoir que c'est très très dur de quitter la bande de Gaza. Donc il a été à pied. Arrivé à l'émission. Donc à l'émission, c'était émouvant déjà de savoir comment il a pu sortir et comment il est arrivé à l'émission. Donc déjà ça pour les jurys, les membres des jurys, c'était impressionnant pour eux. Ensuite, écoutez la belle voix. Il a une voix magnifique. Il a été nommé Saour Gaza, donc la fusille de Gaza, parce qu'il avait une voix extraordinaire. C'est bon. Il a eu, je ne sais pas si tu vas le dire, il a eu aussi une chance, on va dire, quand il est arrivé justement là où on fait le concours, il est arrivé un petit peu en retard, il n'y avait plus de place. Voilà, j'allais le dire. Exactement. Pardon, désolée. Parce que Est-ce qu'on peut appeler ça de la chance ou de la motivation? C'est un signe. Exactement. Moi aussi, j'ai pris ça pour un signe. Voilà. Parce qu'il faut savoir, en plus de ne pas avoir les moyens de sortir de son pays pour aller passer son concours, c'est qu'une fois arrivé sur place, imaginez, il n'y avait plus de tickets. En fait, on nous remet, pour les participants, il y a des tickets qu'on remet. Et malheureusement, il n'y avait plus de tickets, il n'y avait plus de place.
En fait, il y a deux versions. Il y a une version qui se dit c'est faufiler entre les personnes pour pouvoir Moi, passer. j'ai la version qu'il a racontée lui-même. Voilà, la version qu'il a racontée lui-même, c'est qu'il dit que voilà, un candidat m'a entendu chanter et il lui a dit ta voix est mieux que la mienne, tu mérites plus de passer que moi, donc je te donne ma place, même s'il a dit non, il a dit voilà, exactement, il a insisté. Exactement. En fait, c'est la solidarité des jeunes en même temps, parce qu'on dit non seulement qu'il est venu de Gaza, le pauvre, à pied et tout, et en même temps, en fait, lui, il ne connaissait pas d'abord son histoire, il l'a entendu chanter. Voilà. Donc du coup, il s'est dit, lui, je suis sûre qu'il a plus de chance que moi, parce qu'il faut savoir qu'il y a des centaines, des millions de personnes qui participent, qui passent le casting. Donc il s'est dit, il a plus de chance d'aller plus loin que moi. Donc cette généreuse personne qui a dû certainement être récompensée après, elle a remis son ticket de participation à Mohamed Hafez, qui lui a donné cette chance, cette opportunité d'aller chanter et d'aller raconter ce qui se passe en Palestine. Il faut savoir que lorsque c'est devenu un événement mondial et un événement arabe palestinien, lorsqu'il passait en direct, parce qu'en fait, chaque semaine, il y avait un direct, un direct où il interprétait une chanson et tout le monde attendait cette chanson pour voir qu'est-ce qu'il va nous raconter. Parce qu'en fait, ça devenait une histoire. C'était plus une chanson où d'habitude on s'amusant, dansant, il racontait une histoire. Il faut savoir que dans son pays, ils installaient des écrans géants, des à Gaza, on a installé des écrans géants pour pouvoir le regarder, pour le soutenir. Et puis vous imaginez, et ça remonte à longtemps, ça fait une dizaine d'années, il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux pour le motiver ou quoi que ce soit. Mais les gens s'attendaient, ils se disaient, aujourd'hui, comment il va être habillé? Qu'est-ce qu'il va chanter? Comment il va danser? Et quel tempo il va utiliser lors de ses chansons? Parce qu'il faut savoir qu'ils ont un riche patrimoine, une culture extraordinaire, de la musique qui est envoûtante. Donc chaque soir, les gens ils étaient devant leur téléviseur ou bien dans des places publiques en train de danser, s'amuser, mais surtout découvrir la culture palestinienne. C'était une façon justement de mettre sur la place du monde le combat des Palestiniens. Exactement. Et à travers lui, beaucoup de Razaouis, beaucoup de Palestiniens ont vu un message qui était passé au monde à travers Mohamed Assaf. Une toute dernière information, il faut savoir qu'il a été nommé à des awards 2 fois. Donc il faut savoir que ça n'est pas resté juste au niveau arabe. Donc vu que le concours était arabe, c'est devenu une cause internationale. Très bien. Merci beaucoup, Wahida. Très intéressante cette histoire, cette success story. Merci à vous, docteur Nassim Zemouch, vous êtes dermatologue. Merci d'avoir participé à l'émission, de nous avoir donné des conseils par rapport au Habshbab. Merci à vous. Quant à vous, je vous dis bonne journée avec les restes des programmes de la chaîne Canal Algérie et à bientôt. Au revoir. خلي البارود يهلل ويحليها خلي البارود